Bonjour à ceux qui regardent ça sur YouTube, bienvenue. Trop chouette qu'il y ait des gens qui regardent ça en rediffusion ou sur YouTube, ça fait grave plaisir. N'hésite pas à liker ou t'abonner ou commenter, ça aide beaucoup la chaîne. Cette semaine, on va parler des centres fermés en général. On va surtout parler du suicide qui a eu lieu dans le centre fermé 127 bis. C'est notre camarade Mahmoud qui a mis fin à ses jours dans le centre fermé pendant son enfermement. Donc c'est important de revenir sur cette affaire parce que c'est dramatique, c'est pas anodin, c'est pas non plus anodin que c'est un militant palestinien, pro-palestinien, et que du coup il a été aussi enfermé suite au mouvement pro-palestinien. Donc je trouve ça important d'en discuter, de prendre le temps de parler du coup de notre camarade décédé dans le centre fermé, mais aussi du coup de prendre le temps de parler plus en détail des centres fermés en général. Les détenus du 127 bis, donc un centre fermé, nous alertent ce matin qu'un homme s'est suicidé pendant la nuit dans le centre, donc du 6 au 7 octobre. Il s'agit de Mahmoud Ezat Farag Allah, un homme palestinien enfermé depuis 3 mois dans le centre. Ces codétenus nous rapportent que la mère de Mahmoud venait de décéder en Palestine à son arrivée en centre fermé. Le reste de sa famille est encore en Palestine. Nos pensées vont vers elle. Ces codétenus sont en révoltés. Ils commencent une grève de la faim au centre fermé du 127 bis. Ils nous disent « Aujourd'hui, c'est Mahmoud, demain, c'est quelqu'un d'autre. Il faut faire quelque chose. La sécurité rigole de nous. Il faut faire quelque chose. » Chaque année, les détenus nous rapportent en moyenne 2 à 3 décès dans les centres fermés. On pense à Tamazi Roizayan en 2023, à Baudouin Pandikuziku en 2025, à A en 2024, à Semira Adamou en 1998, à Gaur Mariam en 2018 et à tant d'autres dont on n'a pas les noms malheureusement. On pense aussi à toutes les personnes dont la mort ne sera jamais connue, gardées cachées par l'État belge. C'est évident que les responsables de la mort de Mahmoud sont l'État belge, l'Office des étrangers et tous les acteurs institutionnels des politiques migratoires répressives. L'État qui enferme, qui expulse et qui tue. La détention en centre fermé est violente, elle pousse à bout, elle assassine. Les frontières tuent, l'État belge tue, on n'oubliera pas, on ne pardonnera pas. Feu au centre fermé, liberté pour toutes et tous. Qu'est-ce qu'un centre fermé ? Dans la législation, les centres fermés ont pour fonction l'enfermement des personnes en séjour irrégulier, donc les personnes sans papier. Ils sont autorisés par la loi du 15 décembre 1980 portant sur l'accès sur le territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans un centre fermé sont détenues des personnes mises à la disposition du gouvernement ou maintenues, soit parce qu'elles sont en situation irrégulière, ne possédant pas les documents requis ou n'étant pas dans les conditions leur permettant d'entrer ou de séjourner légalement en Belgique, soit parce qu'elles sont en attente d'une décision de l'Office des étrangers suite à leur demande d'asile. Donc ça veut dire que concrètement, il y a des gens qui sont enfermés dans les centres fermés qui ne sont même pas illégales dans leur papier parce qu'ils ont fait la demande, donc ils n'ont même pas encore de réponse de si oui ou non ils sont illégaux en Belgique. Donc il y a des gens qui n'ont vraiment commis aucun crime, et en général, tous les gens qui sont dans les centres fermés n'ont commis aucun crime parce que le fait de ne pas avoir de papier, ça ne devrait pas être un crime. Mais au-delà de ça, il y a juste des gens qui sont en attente de réponse et qui sont aussi enfermés dans les centres fermés. Un centre fermé n'est pas considéré dans les textes comme une prison, dans la mesure où c'est une institution qui ne dépend pas du ministère de la Justice, qui n'est pas soumise aux réglementations de la prison, mais à un arrêté royal propre. Le point commun entre les centres fermés et les prisons est leur fonction, la privation de liberté. Mais cette fonction est remplie dans les buts différents. La prison est une sanction dans le cadre d'une transgression de la loi, et le centre fermé est une étape dans une procédure d'expulsion. Cependant, dans les deux cas, il s'agit bien d'un enfermement. Ce qui caractérise les centres fermés est sa structure juridico-politique fondée sur la permanence d'une exception. En effet, d'après la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté doit être la règle alors que l'enfermement est censé rester une mesure administrative exceptionnelle, une mesure de dernier ressort. Les centres fermés se rapprochent donc plutôt d'un camp que de la prison. Le camp est un espace qui se crée lorsque l'état d'exception commence à devenir la règle. La Belgique a été pointée du doigt à plusieurs reprises par les organisations de défense des droits de l'homme pour des conditions de détention et d'expulsion des sans-papiers. De nombreux détenus ou ex-détenus témoignent des humiliations et des violences dont ils ont souffert ou souffrent encore. Indépendants de leurs échecs, les politiques de contrôle des flux migratoires, et en particulier les centres fermés, remplissent des fonctions d'ordre symbolique, idéologique et spectaculaire.
D'une part, dissuader les futurs candidats à l'asile ou la migration de venir en Belgique. D'autre part, adresser des signes forts à l'opinion publique. Lui montrer que des mesures drastiques sont prises afin de calmer son sentiment d'insécurité et de détourner le vote des partis d'extrême droite tout en renforçant les dispositions xénophobes et les amalgames entre criminalité et immigration. La seule différence entre une prison et un centre fermé, c'est qu'on est en prison pour une condamnation pénale et en centre pour des raisons administratives. Ben exactement, ça résume bien l'horreur de la situation. Apache fait une note intéressante, c'est qu'ils disent que c'est pas anodin que justement c'est un homme palestinien qui est mort dans ce centre fermé et que du coup ça joue que la répression du mouvement palestinien joue aussi un rôle dans cette situation et que le suicide au 127 bis est aussi alimenté par la répression du mouvement palestinien et par la violence que certains membres du mouvement palestinien subissent et l'enfermement aussi que ces gens subissent parce que Mahmoud n'est pas le seul du militant pro-palestinien ou militant palestinien tout court qui a été enfermé dans les centres fermés suite à aussi des mobilisations, notamment les mobilisations tous les soirs à la Bourse. Mahmoud Farajala a été arrêté il y a 3 mois après le rejet de sa demande d'asile en Belgique. Lors de son séjour en centre fermé en août, il a appris que sa mère avait été tuée lors d'une frappe israélienne aérienne à Gaza. Par la suite, sa santé mentale s'est considérablement détériorée. Il aurait également été privé de l'autorisation de passer une courte période de deuil hors de centre. Les motifs exacts de son suicide restent flous. Nous confirmons le suicide, a déclaré Pauline Blondale, porte-parole de l'Office des étrangers, agence gouvernementale qui gère les centres de détention fermés. Mais par respect pour les familles et l'enquête en cours, nous ne ferons pas d'autres commentaires sur ce sujet, a dit Pauline Blondale, la porte-parole. Chaque année, les détenus signalent en moyenne 2 à 3 décès dans les centres fermés, a écrit le collectif d'activistes Getting the Voice Out dans un communiqué de presse. Selon eux, 5 autres demandeurs d'asile du 127 bis ont été transférés vers d'autres centres le lendemain du décès de Mahmoud Farajala. 80% des détenus du 127 bis ont entamé une grève de la faim, a écrit le collectif sur Instagram. Blondale dément ces rumeurs. Donc la porte-parole des centres dément cette rumeur. Cette rumeur qui est plutôt des contact direct que le collectif Getting the Voice Out a avec des détenus des centres fermés. Mahmoud Farajala n'est certainement pas la première personne à se suicider dans un centre fermé. Un Éthiopien de 30 ans s'est suicidé dans les toilettes du centre 127 bis en mars dernier. 2 suicides ont également eu lieu au Merkplatz l'année dernière, un autre centre fermé. Apache s'est entretenu avec un Palestinien arrêté après une manifestation pro-palestinienne à la Bourse. Après avoir été interrogé dans un commissariat de la police bruxelloise, il a été placé en centre fermé où il est en grève de la faim. Je ne peux pas imaginer rester ici 1 mois. On n'a le droit de sortir que 10 minutes par jour. Je ferai tout pour sortir d'ici, dit-il. Outre les conditions de détention dans le centre de détention, les groupes pro-palestiniens se plaignent depuis longtemps d'un durcissement des forces de l'ordre. Il y a 1 mois, 4 militants ont été arrêtés par la police après une manifestation pro-palestinienne à la Bourse de Bruxelles. Selon la VRT, l'un d'eux a été transféré au centre fermé de Bruges alors que sa demande d'asile était toujours en cours d'examen. Après la mort d'un camarade, d'un ami, d'un co-détenu, la répression s'intensifie dans les centres. Depuis la mort de Mahmoud hier au centre fermé, donc le 6 octobre 2025, 5 camarades ont été mis en cachot et transférés de force à 3 centres fermés différents. 2 à Bruges, 2 à Votum et 1 à Caricol. On leur prend leur téléphone, on les prive de tout contact. Rien n'est mis en place par le centre pour les laisser vivre leur deuil en paix. Au contraire. Une tentative du centre et de l'Office des étrangers de décourager, museler la résistance de l'intérieur. Les 5 personnes transférées étaient celles avec qui Mahmoud était les plus proches et qui avaient le plus de liens avec la communauté palestinienne à l'extérieur. Les camarades de Mahmoud étaient en deuil et ils avaient commencé une grève de la faim tous ensemble. Un détenu nous rapportait hier qu'environ 80% des détenus du 127 bis avaient commencé une grève de la faim. Le même après-midi, ils étaient mis au cachot et transférés loin de leurs camarades. Le soir, un petit groupe de personnes se sont rassemblés devant le centre fermé pour montrer et crier leur solidarité avec les personnes en détention. Des messages de soutien et de colère ont pu être échangés. Suite à cela, le personnel du centre a organisé une fouille de toutes les chambres, accentuant encore le climat de répression. Le décès de Mahmoud est une tragédie sans nom, et l'État belge a du sang sur les mains. Honte à vous. La résistance s'organise et le peuple n'oubliera pas. Que vous veniez de la Palestine ou ailleurs, on pense à vous. Personne n'est illégal. Vous n'êtes pas illégal. Donc ici, un article sur les pressions et l'impact sur la santé psychique et psychologique des personnes en centre fermé. Le centre fermé est en lui-même un lieu pathogène, au même titre que la prison.
Un rapport d'un psychiatre établi sur les bases de témoignages de détenus des centres fermés de Bruges et du 127 bis témoigne. Un certain nombre de détenus présentent dans les mois qui suivent leur libération ou leur expulsion un syndrome post-traumatique, soit de type court, de quelques semaines donc, soit de type long, donc quelques mois ou plusieurs années. La prison, c'est difficile. La prison tue. Il y a des personnes qui pourrissent de l'emprisonnement. Celui qui est sain tombe malade et les raisons ne sont pas très identifiables. Les centres fermés cultivent la haine parce qu'on se trouve en détention sans aucune raison et qu'on reçoit des mauvais traitements sans aucune raison. De ce fait, toute personne qui quitte le centre fermé est imprégnée d'un sentiment de haine et a des mauvaises pensées. La proximité du 127 bis avec les pistes de l'aéroport de Zaventem y rend le bruit insupportable et augmente le stress et l'anxiété. Donc ouais, ils sont tout le temps proches de la potentielle expulsion qui les pend au nez en fait. C'est de la torture en fait aussi quelque part. Les gardiens maintiennent cette insécurité au sein du centre par des règles ultra sécuritaires qui prévalent sur le bien-être des individus. Les statistiques de l'OE indiquent que plusieurs tentatives de suicide et de grève de faim ont lieu chaque année dans les centres fermés. Ainsi, pour 2008, au centre de Votum, il y a eu 33 grèves de la faim de plus de 48 heures, individuelles ou collectives, 3 tentatives de suicide et le suicide d'une personne par pendaison. Ces chiffres ne semblent pas refléter le degré de détresse de nombreux détenus. Le passage à l'acte est rendu difficile par le régime de groupe, l'encadrement sécuritaire et la fréquence des fouilles. Ah, ça c'est très intéressant. Mais il faut bien se rendre compte que se suicider en centre fermé, c'est pas du tout aussi facile que n'importe où autre. C'est même l'endroit le plus difficile, ou peut-être après un hôpital psychiatrique peut-être, mais c'est un des endroits les plus difficiles pour se suicider, parce que t'as pas accès à des choses tranchantes, t'as pas accès à des médicaments, ou t'as pas accès à d'autres trucs pour te suicider, t'as pas accès à une liberté, t'es enfermé constamment, t'as pas de moment où tu quittes le centre, t'as pas de moment de contact avec des autres, donc même des amis ou des proches pourraient pas te donner de quoi te suicider, donc c'est énormément complexe. Donc ça veut dire que quand il y a un suicide dans un centre fermé, et quand Getting the Voice Out dit qu'il y a 2 à 3 suicides par an dans les centres fermés en Belgique, il faut bien imaginer combien de détresse il y a en plus et combien de pensées suicidaires il y a chez plein d'autres co-détenus ou d'autres détenus. Donc voilà, donc ces chiffres ne semblent pas refléter le degré de détresse de nombreux détenus. Le passage à l'acte est rendu difficile par le régime de groupe, l'encadrement sécuritaire et la fréquence des fouilles dans les centres fermés. De plus, la définition de ce que c'est une tentative de suicide varie d'un centre fermé à l'autre. Ah bon ? Et il semble qu'un geste n'est considéré comme une tentative de suicide sérieuse et comptabilisé dans les statistiques que s'il en résulte un dommage physique. Ah ouais ? Donc, par exemple, quelqu'un qui prendrait un couteau et qui voudrait se le planter ou je sais pas quoi, mais on le retient juste avant qu'il y ait blessure, c'est pas considéré comme une tentative de suicide. De nombreux moyens de pression psychologique sont utilisés sur les détenus en plus de l'enfermement, qui est en soi extrêmement traumatisant déjà. Les assistantes sociaux jouent un rôle clé dans ce processus. En effet, ils et elles sont là pour convaincre les personnes d'accepter le retour volontaire et non pas pour les aider à sortir du centre. Les détenus les appellent monsieur ou madame avion. Ça se rajoute à cela la barrière de la langue, le fait de ne pas reconnaître la date de l'expulsion, le fait de ne pas connaître ses droits, le bruit permanent des autres personnes du centre, la promiscuité, le manque d'hygiène, etc. Toute une série de choses qui maintiennent les prisonnières dans un état de stress permanent. La privation de liberté a de graves conséquences sur les états psychiques et physiques des détenus. L'angoisse est omniprésente dans les centres fermés. Angoisse de la détention, angoisse de l'expulsion, sentiment d'injustice lié à l'arbitraire de la détention. Pourquoi suis-je en prison alors que je n'ai rien fait de mal ? Et tout ça provoque une totale incompréhension et une grande colère. Je souffre, j'ai des crises de folie. Des fois, alors je parle avec des gens, je n'entends plus rien. C'est le centre qui a fait ça. Je n'avais pas ça avant. Un autre témoignage. Dans le centre fermé, c'est vraiment un monde à part. Je ne sais pas expliquer, vraiment. On est comme des chiens, comme des brebis, avec des instructions. Fais ci, fais cela. Franchement, ça m'a vraiment choqué de voir comment on emmène les gens comme des animaux. Une nuit, tu t'endors, on vient te menotter, te prendre, c'est tellement choquant. Ou c'est l'assistante qui veut te parler. C'est comme ça qu'on isole quelqu'un.
Vous imaginez un peu dans quel état on peut être, le stress d'être et isolé pendant 24 heures et d'entendre ensuite le vol est pour demain, que le vol est pour demain. Il ne ramène pas simplement la personne, il la menotte avec des policiers, des camions de police qui vous suivent. On dirait que quelqu'un qui va s'échapper dans les airs. C'est très choquant. Il y a beaucoup de tentatives de suicide. On subit une torture morale. Pour tous les problèmes de santé, les médecins donnent de l'aspirine et des calmants. J'avais très mal aux dents et mon compagnon de cellule souffrait des calculs de reins. On nous a donné de l'aspirine, rien d'autre. Et du coup, comme je l'ai dit, je trouve que c'est important aussi de se rappeler le meurtre de Semira Adamou. Je pense que nombreuses d'entre vous connaissent cette histoire, mais je pense que ça vaut quand même le coup de se faire un petit rappel de qu'est-ce qui s'est passé avec Semira Adamou le 22 septembre 1998. C'est il y a 20 ans, 27 ans, c'est à 27 ans déjà, mais ça a presque pas changé en fait. C'est ça qui est dramatique, c'est que oui, la technique exacte par laquelle Semira Adamou a été tuée, la technique du coussin, l'étouffement par coussin, ça a été rendu illégal en Belgique, mais c'est la seule avancée qu'on a eue depuis le meurtre de Semira Adamou il y a 27 ans, voire ça s'empire. Parce que là, comme on l'a dit au début, il y a une expansion de la politique migratoire, il y a un durcissement, je veux dire, de la politique migratoire avec le gouvernement Arizona, il y a des nouveaux centres fermés qui risquent d'être construits. Je pense que Annelien Verlinden parlait de 4 centres fermés en plus qu'elle voulait construire. Il y a aujourd'hui 27 ans, le 22 septembre 1998, Semira Adamou était tuée par des gendarmes belges. La jeune femme de 20 ans, militante et résistante sans papier, subissait alors sa 6e tentative d'expulsion. Escortée dans l'avion par 9 gendarmes blancs, Semira est étouffée par un coussin, alors qu'elle chantait sa résistance. Ses pieds et ses mains étaient attachés, maintenus plus de 10 minutes avec sa tête sous un coussin. Semira arrête de respirer et tombe dans le coma. Elle décède quelques heures plus tard. Et c'est important de souligner que c'était sa 6e tentative d'expulsion, parce que Semira, entre-temps, était devenue un peu un symbole de la résistance contre les expulsions. Et c'est pour ça aussi que l'État belge voulait tellement expulser Semira coûte que coûte. Semira était venue en Belgique pour fuir un mariage forcé au Nigeria. Dès son arrivée en Belgique, elle a été arrêtée et transférée dans un centre fermé, voyant sa demande d'asile refusée. Avant sa mort, elle avait déjà résisté à 5 tentatives d'expulsion, lors desquelles elle a subi de nombreuses violences policières. La technique du coussin était une technique de coercition qui était alors légalisée et décrite clairement dans les documents d'instruction de la police. Cette technique était encouragée par le ministère de l'Intérieur pour maîtriser les expulsés récalcitrants. Depuis la mort de Semira, la technique du coussin a été officiellement interdite. Mais dans la pratique, les violences policières continuent lors des expulsions. Tous les moyens sont bons pour faire taire la personne expulsée qui manifesterait sa résistance. Depuis, Semira est devenue une figure de résistance en centre fermé, pour toutes les personnes menacées d'expulsion et pour toutes les personnes à l'extérieur qui s'opposent à cette pratique meurtrière. Même si ce sont des gendarmes qui ont tué Semira, c'est l'État belge qui est responsable. L'État belge qui prive les personnes de titre de séjour, l'État belge qui prive de papier, l'État belge est responsable. L'État belge qui autorise et demande qu'on expulse à tout prix les personnes qu'il juge indésirables sur son territoire. Semira, on t'oublie pas, on ne leur pardonnera pas. À bas les frontières, l'État et la police. Liberté pour tous. Et du coup, avec cette histoire de Semira Adamou, j'ai du coup trouvé cette archive de Sonuma, donc les archives de l'audiovisuel belge. Et donc j'ai vu un documentaire de le 20 septembre 1998, donc littéralement 2 jours avant le meurtre de Semira Adamou. 2 jours avant son meurtre, il y a ce documentaire qui a été publié à propos des centres fermés et à propos de la résistance contre les centres fermés. Date d'il y a 3 ans. À l'époque, une équipe de la RTBF avait reçu toutes les autorisations de filmer et d'enregistrer des témoignages déjà atterrants. Vous entendez? Donc c'était une équipe de la RTBF qui en 1995, s'était battue pour avoir l'autorisation et a reçu l'autorisation de venir interviewer des gens dans les centres fermés, quoi. J'ai envie de me poser la question de 1, pourquoi est-ce que la RTBF fait plus ça? Surtout avec l'actualité d'une part du suicide de Mahmoud,
mais d'autre part aussi avec l'actualité de politique migratoire durcie, avec le fait qu'on veut construire 3 à 4 nouveaux centres fermés, ça serait peut-être l'occasion idéale de la part de la RTF pour faire un nouveau reportage, comme il avait fait du coup il y a 30 ans, faire un reportage dans les centres fermés, essayer d'obtenir la permission de venir filmer dans les centres fermés. Et si la RTBF ne l'obtient pas, se questionner de pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans la RTBF l'a obtenu et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils l'ont obtenu. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est la RTBF qui fait mal son travail, même si je pense que c'est ça qui se passe, mais ça pourrait aussi être des journalistes qui voulaient vraiment faire ça, mais aujourd'hui, mais qui ne peuvent plus le faire. Alors il faudrait poser la question de comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un lieu en Belgique où les journalistes ne peuvent pas entrer. Un lieu public, je veux dire pas public dans le sens public au public, mais je veux dire public dans le sens un lieu de l'État où les journalistes ne peuvent pas entrer, même, même avec des permissions et tout ça. Donc ça serait un gros questionnement. Donc voir qu'en 1995, la RTBF puisse entrer dans les centres fermés et discuter avec les détenus, j'ai envie de leur dire, faites ça aujourd'hui. 30 ans après, il est l'heure de faire un remake de votre reportage d'il y a 30 ans, quoi. S'il vous plaît, la RTF. Je pense pas qu'il y a quelqu'un de la RTF qui me regarde ici, mais s'il vous plaît, refaites ce reportage. Ça serait du magnifique journalisme. 2 jours. Ce reportage date de 2 jours. Allez, ce reportage a été publié 2 jours avant le meurtre de Semir Adamou. On va voir là, du coup, les dernières fois que Semir Adamou apparaît sur une caméra et apparaît en audio. Euh, c'est peut-être un peu difficile à voir, mais donc je vous préviens, quoi. Mais comme ça, vous savez. I came to Belgium from Nigeria because I'm supposed to be married out to someone who I don't know, someone who is dangerous to me, and he is much more older than I am, and he's a man that I don't think is right for me. I hardly know him, and he's kind of dangerous because he already had wives formerly, and he murdered one of his wives. He split acid on her, and me marrying that guy would not be safe for me because he's the violent type, and he's I can't be safe with him. On the 21st of July, they came in very early in the morning and said I have 20 minutes to dress up because I have to go back to my country. So I packed up my things. I could not even take a shower. I forgot some things again because they were hurrying me up. And reaching the airport, they tied me up immediately, tied my legs, tied my hands double, twice, and they kept me in the cell. It's an isolated cell from 7 o'clock till about 10:30 when they took me out of the cell to go to the flight. Then getting there, we waited for some time before we went inside the flight. We went inside the flight exactly when the flight was ready to move. And then they started forcing me. I was shouting. There were about 8 men, security from Sabina and police officers. They pushed me down. One of them was pressing my mouth with a pillow. He almost suffocated me, and the others were pressing me all over my body so that I can shout. And the passengers interfered. They all started complaining, and it was like a fight in the aircraft between the passengers and the security and the police officers. So they had to take me out. Okay. So what happened then? Took you back to the center? Reaching the center, they kept me in the isolation cell again. I was there from at about 12:30 on Tuesday afternoon until the next day, 4 p.m. Le 25 octobre, donc, manif contre le centre fermé de Jumet. Donc, j'imagine que ça sera une manif à Charleroi. Donc, si vous pouvez aussi, je garde ça dans mon agenda. Je devrais vérifier si je peux, mais j'aimerais bien y être. Voilà, trop cool. Voilà, trop chouette. N'hésitez pas à partager autour de vous que Chicon Vénère, ça existe. Parce que moi, je suis très très nul en publicité. Je déteste TikTok, je déteste Instagram, donc je fais pas tout ça.
Mais donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à liker et commenter si vous pouvez, si vous avez le temps, mes vidéos YouTube parce que ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et voilà, hein, parler de Chicon Vénère pour qu'on puisse être de plus en plus nombreuses sur ce chat. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir de voir des noms qui reviennent chaque semaine et des nouveaux noms aussi qui reviennent de plus en plus. Donc ça fait grave plaisir. Merci à vous